Au sommaire de ce 13h, le chef de l'État ivoirien quitte Abidjan cet après-midi pour Accra. Il va participer au 45e sommet ordinaire de la CEDEAO. Sujets principaux, la sécurité en Afrique de l'Ouest, prévenir les crises alimentaires et freiner la propagation du virus Ebola. Il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les véhicules de transport en commun. Le directeur général de la police a informé les acteurs du domaine sur le contenu du décret et les a sensibilisés à le faire appliquer dans leurs différents domaines d'action. 3 ans que le Soudan du Sud est indépendant et ce n'est pas une commémoration heureuse pour ce jeune pays déchiré par la guerre civile et les crises alimentaires. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ces 30 minutes d'information. Aujourd'hui, mercredi 9 juillet, le traditionnel Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu au palais présidentiel d'Abidjan. Les membres du gouvernement ont planché sur des questions relatives au développement du pays, tout en incluant les populations. De grands projets dans les domaines des infrastructures sanitaires, routières et sociales ont été abordés. Un point d'honneur aux actions pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le 45e sommet ordinaire de la CEDEAO s'ouvre demain à Accra, la capitale ghanéenne. Les questions de sécurité qui touchent la sous-région ouest africaine, notamment le Mali et la Guinée-Bissau, l'épidémie de fièvre Ebola qui frappe actuellement la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée sont entre autres sujets au menu de la rencontre. Le président Alassane Ouattara quitte Abidjan cet après-midi pour Accra. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, va participer les 10 et 11 juillet à la 45e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour préparer ce sommet, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis ce mardi à Accra sous l'égide du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Ils ont planché sur la situation politique et sécuritaire dans la région. Un ordre du jour est élaboré. Et cet ordre du jour que nous avons adopté comprend les points suivants. Il y a eu d'abord la présentation de la situation au Mali. Il y a eu la situation en Guinée-Bissau. Le président de la République, notre président, a joué de tout son poids pour que ce pays-là puisse connaître les élections démocratiques. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Un nouveau gouvernement est mis en place, un président a été élu, les institutions sont en train d'être mises en place. Mais le tout, c'est de pouvoir maintenant régler le problème de la Guinée-Bissau après la crise. Des recommandations ont été faites et ces recommandations-là seront transmises au sommet des chefs d'État pour appréciation et décision. Il y a également le mécanisme d'alerte précoce. Il est question que chaque pays s'approprie ce mécanisme-là afin que, bien entendu, on puisse avoir une diplomatie préventive. L'épidémie d'Ebola qui frappe actuellement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria est prévue à l'ordre du jour de cette 45e session ordinaire de la CEDEAO. Vous savez que c'est un mal qui est en train de prendre de l'ampleur et donc ça devient très inquiétant. Alors il a été question que cela soit inscrit à l'ordre du jour de la conférence des chefs d'État pour que à ce sommet-là, évidemment, les chefs d'État puissent être imprégnés de la question pour que décision soit prise à ce niveau. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO va aussi se pencher sur une recommandation visant à l'introduction de documents d'identité biométriques pour les ressortissants de la CEDEAO, ainsi que la suppression de titres de séjour pour les citoyens des 15 pays membres de l'organisation sous-régionale. Un projet de loi pour valoriser le travail domestique a été examiné hier à l'Assemblée nationale. C'est le premier du genre de la législature en cours. Il a été proposé par l'une des 25 femmes de l'hémicycle, Léon Brou. Comme cette jeune fille en plein ménage, nombreux sont ceux des hommes et femmes qui fournissent des services à d'autres personnes à domicile. On les appelle communément bonnes ou boys et interviennent en qualité de gouvernants, valets de chambre, chauffeurs, cuisiniers, jardiniers, etc. ou tout à la fois. Ils ont souvent recours à des intermédiaires constitués en agences de placement pour s'offrir cet emploi. Le projet de loi voté par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale va faire de désormais des travailleurs ordinaires, donc des bénéficiaires des garanties du Code du travail, entre autres, déclaration à la CNPS, salaire minimum garanti, congé, retraite. Cette valorisation souhaitée par la loi dite Traoré-Adjaratou
vise à mettre fin aux comportements inhumains subis par les travailleurs domestiques. En tout cas, pour gagner le vote de ses pairs députés, l'initiatrice de la loi a démontré, résultat d'une étude à l'appui, que 95% des domestiques ont une durée journalière de travail supérieure à 8 heures, 30% sont victimes d'humiliation et 12% victimes de toutes sortes de violences, y compris l'extorsion de fonds par les agences de placement. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il fallait donner un visage humain et social à sa politique actuelle de développement et de croissance. Et donc, nous, les députés, nous sommes imprégnés de cette maxime pour en faire une réalité. Sortir nos parents, nos frères et sœurs des griffes de la misère. La loi Traoré à Diaratou fixe aussi les droits et obligations des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, les critères d'ouverture des agences de placement, à qui elle interdit l'extorsion de fonds aux domestiques. La pluie continue de faire des dégâts à Abidjan comme dans plusieurs localités du pays. À Grand Laou, les pertes matérielles sont énormes. Le ministre chargé de la Défense s'est rendu sur place à Boussanogo. La mise en œuvre des instructions du président de la République Alassane Ouattara relativement à l'implication de l'armée dans la gestion des inondations et autres catastrophes est effective. Et pour cause, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, s'est rendu à Grand Laou pour mettre à la disposition des autorités administratives et au-delà l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité de la localité. Ces forces devront apporter soutien et appui aux populations sinistrées. En se rendant dans le village de Brafidon, l'un des sites les plus sinistrés parce que proche de l'embouchure, le ministre chargé de la Défense est allé faire le constat des dégâts et a apporté la compassion et le soutien du chef de l'État et du gouvernement. À la salle des fêtes de Grand Laou, il a rassuré la population quant aux dispositions prises par le gouvernement. Mais je vous demande une chose, c'est la cohésion, le soutien. Si vous êtes unis, vous allez régler les problèmes. C'est très important. Et ensuite, l'espoir. Selon les services de la météorologie, jusqu'au mois de juin de 2014, nous avons enregistré plus de 500 mm d'eau. L'année dernière, à la même époque, nous étions à près de 200 mm d'eau. Ça veut dire que c'est une année exceptionnelle. Ça peut arriver. Paul Kofi a également saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations vivant dans les zones à risque. Vous habitez des quartiers précaires, il faut les évacuer. Parce que les quartiers précaires, on va en déloger. Et ensuite, il y en a qui ont construit sur les emprises. Sur les canaux d'évacuation des eaux, ils ont construit. Nous allons casser ça. L'armée sera présente pour soutenir les services techniques. Les élus et cadres de la région et les populations se disent rassurés. Environ 150 habitants ont été détruits par les dernières pluies. Et les populations sinistrées sont évaluées à environ 3000 dans la région de Grand Laou. Que contiennent exactement les décrets portant interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun et ceux portant interdiction de la traite des pires formes de travail des enfants? C'est à ces questions que le directeur général de la police nationale a répondu face aux responsables d'organisation du secteur des transports. Il les a invités à relayer l'information dans leur milieu d'intervention. À Boussanogo. Ont pris part à cette rencontre d'information les organisations du secteur des transports, parmi lesquelles le Conseil national des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire, le collectif des syndicats des transports et l'association des taxis-compteurs. Il s'est agi pour le directeur général de la police nationale, Bredoumbia, d'expliquer à ces acteurs du transport le contenu de 2 décrets pris par le président de la République, Alassane Ouattara. L'un portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun et l'autre portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Qui prennent toutes les dispositions que cela ne se répète pas, à savoir mettre dans le véhicule interdit de fumer. Ensuite, le chauffeur a la responsabilité qu'il attire l'attention de ceux qui fument pour dire attention, si vous fumez, vous disposez vos camarades qui ne fument pas. Si vous prenez un enfant d'un pays voisin pour venir en Côte d'Ivoire pour faire ça, vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est pour ça que nous demandons aux transporteurs d'être vigilants. Parce que c'est bien écrit que c'est le chauffeur qui est le premier responsable. Si on vous arrête, vous êtes tenu de payer les frais de rapatriement de l'enfant. Le directeur général de la police nationale, Bredoumbia, a souligné également que des sanctions sont prévues à tout contrevenant à la loi.
il est puni d'une amende de 15 000 à 100 000 francs à tout contrevenant à l'interdiction de fumer. Ça, c'est la personne qui fume. Il y a une contravention qui est prévue 15 000 à 100 000. Maintenant, le propriétaire du lieu, il y a une contravention qui va de 50 000 à 250 000. Les transporteurs se sont dit disposés à aider la police nationale à combattre ces différents fléaux. Nous sommes fiers de ce décret et nous sommes prêts à faire une large diffusion. Nous allons même organiser une caravane à travers les 10 communes d'Abidjan dans un premier temps pour en parler et quand on aura plus de moyens, voir à l'échelle nationale. Ça va dans l'intérêt général de tout l'ensemble des citoyens ou les non-citoyens. Parce que la cigarette, celui qui fume, lui-même qui ne fume pas, il a plus de nicotine que celui qui fume. Les leaders des organisations du secteur des transports entendent poursuivre la sensibilisation dans leur zone afin de mettre fin à ces fléaux. Dans la zone portuaire, une unité industrielle de transformation de thon est partie en fumée suite à un incendie. Les dégâts matériels sont estimés à 3 milliards de nos francs. Le gouvernement ivoirien a dépêché des émissaires sur place. L'incendie s'est produit dans le périmètre de la zone portuaire, plus précisément dans un des entrepôts d'une entreprise de production et de transformation de thon le jeudi 3 juillet dernier aux environs de 12 heures. Les ministres des Transports Gaoussou Touré, de l'Industrie Jean-Claude Brou et des Ressources animales et halieutiques Koubenan Kwasi Youmani ont visité les lieux du sinistre afin d'apporter la compassion du gouvernement. Pour l'heure, les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées. Je supplie tout le président de la République et tout son gouvernement qui nous soutient par ce malheur qui est arrivé pour que nous puissions continuer à fonctionner, continuer à exporter et préserver l'emploi parce que c'est des dégâts vraiment importants. Les dégâts sont estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Vous savez que nous avons un grand programme de modernisation du port de pêche d'Abidjan. On pense que lorsque toutes ces infrastructures seront mises en place, on n'aura pas à déplorer de tels incidents au niveau du port. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier port thonier d'Afrique et nous sommes un deuxième pays exportateur de thon en Europe. Et ceux qui font la force de la Côte d'Ivoire, ce sont ces industriels de thon-là. Malheureusement, il y a eu un incendie qui s'est déclenché et qui a pris une partie de l'usine. Cette entreprise spécialisée dans la pêche et le froid fait plus de 40 000 tonnes par an de transformation de matières brutes. La 56e session ministérielle de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie s'ouvre demain. Tout juste avant, les experts se sont réunis pour révisiter les textes qui régissent cette organisation. Le reportage de Ben Touré est commenté par Léon Brou. Avant l'ouverture de la 56e session ministérielle de la COFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, qui aura lieu ici à Abidjan ce 10 juillet, les correspondants nationaux des pays membres de l'organisation sont en travaux dans la capitale économique ivoirienne. Objectif, passer en revue les tests et thématiques liés à la vie de la structure. C'est une session bilan pour voir quels sont les progrès qui ont été faits en francophonie depuis 2000, Dakar 2000, et puis surtout pour lancer les perspectives de l'après-2015. Nous examinons la régularité des comptes sur l'exercice passé, ce qui a été fait. La Confémen est en bonne santé financière. Nous examinons aussi l'esquisse budgétaire pour les années qui viennent, c'est-à-dire 2015 et 2016. Ces travaux préparent aussi la grande conférence prévue pour 2015 à Séoul. Il va s'agir pour les représentants pays de la COFEMEN d'harmoniser leurs vues à l'effet de peser dans les décisions finales. Avoir une position francophone est importante dans le cadre de Séoul, de la préparation de la conférence de Séoul, ne pas arriver en ordre dispersé. Quelles sont les priorités qu'ils vont définir, sur lesquelles ils désirent que l'on mette l'accent pour la période qui va venir et sur laquelle nous travaillerons à partir de 2015, après 2015. Éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après 2015, c'est le thème central de la 56e session qui va réunir 125 participants et une trentaine de ministres de l'éducation nationale des pays francophones.
Les directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké initient une journée de l'alphabétisation. Il est question de montrer aux populations l'importance de l'alphabétisation pour leur insertion socio-économique. Hassan Kane, Kader Sogodogo. 51,3% de la population ivoirienne est analphabète selon l'UNESCO. Pour réduire ce taux d'analphabétisme, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a mis en place un service d'alphabétisation. Cela pour permettre à une majorité des Ivoiriens d'être alphabétisés. Dans la région de Béké, l'alphabétisation est en marche. Pour l'année scolaire 2013-2014, 203 centres ont vu le jour avec un effectif de 4 898 apprenants. Parmi les apprenants, 88 sur 120 ont réussi avec succès le certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Pour encourager les apprenants et les encadreurs, le service de l'alphabétisation des directions régionales de l'enseignement technique a trouvé utile d'initier la journée de l'alphabétisation à Bouaké. Occasion pour les apprenants de souligner un intérêt particulier pour l'alphabétisation. Lire, ça, je savais bel et bien lire, mais écrire ça, c'était un handicap pour moi. Donc comme ça, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille apprendre à mieux savoir écrire. Là, comme ça me permet de mieux évoluer dans la vie. Je suis une couturière et j'arrive à gérer mes affaires. Bon, j'aimerais lancer cet rappel à toutes les jeunes filles, vraiment de prendre l'alphabétisation au sérieux parce que vraiment, c'est utile pour l'homme, c'est utile vraiment pour nous. Pour les initiateurs, la grande paupérisation demeure un obstacle à l'alphabétisation d'une majorité de personnes. Les analphabètes sont nombreux, mais ils n'ont pas les moyens. Nous sommes tout le temps en train de les mobiliser, de les sensibiliser pour que les centres restent ouverts. Les responsables du service de l'alphabétisation invitent les autorités de la région de Béké à appuyer leurs actions au bénéfice du savoir pour le bonheur des populations. Les agricultrices de Korogo introduisent les semences de maïs certifiées dans les champs pour booster leur production. Avec 5 kg de ces semences, elles vont pouvoir produire 1 tonne de maïs sur des parcelles de seulement un demi-hectare. Chantal Akando. Des semences certifiées de maïs pour plus de 2000 agricultrices de la région du Poro. C'est le résultat d'un projet CEDEAO-UEMOA en matière de production semencière. Ce projet est initié par le ministère de l'Agriculture à travers le Conseil national de semences, dont est membre le Comité de réflexion pour l'émergence vivrier, la NASEMSI. Et c'est ce comité qui vient en appui à l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, d'où l'offre de kits de semences certifiées de maïs aux femmes. Ce kit de 5 kg de semences que vous recevez chacune est, avant tout, l'œuvre du ministre de l'Agriculture. Chères mamans, chères sœurs, allez-y, semez et récoltez pour nourrir vos familles, la région et la Côte d'Ivoire. Les femmes bénéficiaires de ce projet ont salué cette initiative. Nous sommes heureuses parce qu'on sait qu'on va évoluer plus et nous leur promettons que nous allons nous entendre pour faire ce travail. Ces semences certifiées de maïs vont améliorer durablement la productivité car leur utilisation a un impact positif sur la production agricole à hauteur de 40%. Représentant le préfet de région, le sous-préfet central de Korogo, Émile Kouassi, a exhorté les femmes d'en faire bon usage pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité. À Buyo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, des coopératives dressent le bilan de leurs ventes, et ce pour la campagne Café-Cacao 2013. Honorine Anigori. Au dire de Serge Dogbo, président du conseil d'administration de la coopérative agricole Calo de Loboville, dans la sous-préfecture de Buyo, sa structure a commercialisé 425 tonnes de fèves de cacao, ce qui a permis à l'entreprise de réaliser un résultat net de plus d'1 million de francs CFA. Quant au directeur de la coopérative d'Iguia, Siaka Traoré, il affirme que sa structure a commercialisé environ 1100 tonnes de cacao, dont plus de 939 tonnes en cacao certifié. Toute chose qui a permis à la coopérative de réaliser un résultat net d'environ 24 500 000 francs CFA. Elle a distribué à ses membres plus de 40 millions de francs CFA de primes de qualité.
Le secrétaire général de la coopérative d'Iguia, Mamadou Konaté, qui a présenté le bilan moral de la dite société, a exprimé les difficultés rencontrées durant la campagne. Elle se résume au mauvais état des routes, au vieillissement des véhicules de ramassage et à la faiblesse de la marge de fonctionnement. Il a promis pour la campagne prochaine la création de parcelles d'une pépinière de 30 000 plants de cacao afin de renouveler le verger des producteurs. Le délégué régional du Conseil Café Cacao, Seydou Soulier, a salué les performances des deux coopératives pour le respect de la qualité du cacao produit et le respect du prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire aux producteurs. L'Agence nationale de salubrité urbaine offre au Fonds national de la jeunesse du matériel de salubrité. L'objectif est d'impliquer la jeunesse dans la lutte contre l'insalubrité. Mamadou Kouassi pour le reportage. Les jeunes de Côte d'Ivoire, désormais au cœur de la lutte contre l'insalubrité. Le Fonds national de la jeunesse FNJ veut faire des jeunes des acteurs clés de cette politique du gouvernement. Les jeunes d'obédience politique, ethnique et religieuse différentes seront sollicités pour mener des campagnes de salubrité à travers des actions de bénévolat ou de volontariat. On n'a pas besoin d'avoir une formation spéciale pour balayer devant chez soi, pour rendre son environnement sain. C'est une opération de sensibilisation tous azimuts que nous allons mener de concert avec la nature pour amener les jeunes à s'impliquer de façon forte dans cette politique de salubrité publique. Pour ce volet communautaire du FNJ, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, apporte son soutien. Elle met à la disposition du Fonds national de la jeunesse du matériel d'entretien, composé de brouettes, de poubelles, de râteaux et de pelles. On estime que la jeunesse, en tout cas, est un vecteur important et que les gestes de salubrité s'apprennent très tôt et ça permettra donc de changer les mentalités et les comportements des uns et des autres. Créé en octobre 2012, le Fonds national de la jeunesse a pour mission principale l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne et la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Des cultures et des campements illégalement implantés dans la forêt classée du Haut-Sassandra, détruits par le centre de gestion de la Sodefort de Daloa. C'est la deuxième opération du genre en vue de préserver ce patrimoine ivoirien. Bernard Yao, Thérèse Yoboué. La forêt classée du Haut-Sassandra est située entre les départements de Daloa, Vavois et Zougougbe. Cette forêt, qui a une superficie de plus de 100 000 hectares, est infiltrée à 75% par des exploitants clandestins, selon Mathieu Wori, chef d'unité de gestion de la dite forêt. Il s'agit aujourd'hui de procéder au déguerpissement de ces occupants illégaux et détruire tout ce qui est culture afin de reconstituer le patrimoine forestier de l'État. Avec l'appui d'un partenaire privé qui a fourni des moyens logistiques, l'opération s'est concentrée cette fois sur la partie nord de la forêt. Outre l'abattage à la machette, un bulldozer et des porteurs de tronçonneuses ont renforcé la patrouille mixte composée d'éléments de la Sodefort, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'agents des eaux et forêts pour la destruction des cultures. Au total, des campements et des plantations de cacaoyers en production parfois ont fait les frais de cette opération qui a permis de libérer environ 200 hectares après 2 opérations. Selon les responsables de la Sodefort, pour aller plus loin et pour juguler totalement cette occupation illégale, il faut encore plus de moyens et une surveillance accrue pour que l'ordre soit définitivement rétabli dans cette forêt. 15 ans après, c'est la fin de l'instruction ouverte à la suite d'une plainte des familles de l'équipage français suite à l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. Souvenez-vous, c'est cet événement qui a été considéré comme déclencheur du génocide rwandais. Le Soudan du Sud, plus jeune État au monde, célèbre le 3e anniversaire de son indépendance dans un climat de guerre civile, de peur et de famine. Le pays est ravagé par la guerre depuis plusieurs mois, résultat de rivalité politique entre le président Salva Kiir et le chef des rebelles Riek Machar. La France, acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au sud du Sahara, depuis son intervention au Nord Mali avec l'opération Serval, l'armée française est de plus en plus sollicitée pour sa force logistique. Au quartier général de l'opération Serval, le jour se lève à peine. Et déjà, le détachement du bataillon logistique est sur le pont.
Ce matin-là, 3,5 tonnes de vivres et de pièces de rechange de véhicules sont chargées sur le Transal C160. La cargaison est destinée aux troupes françaises stationnées en zone de guerre dans le nord du Mali. Au bout de 2h45 de vol, l'avion de transport tactique atterrit à Gao. Le rôle de cette plateforme est essentiellement de pouvoir assurer l'ensemble de la manœuvre logistique pour l'ensemble des implantations militaires françaises au niveau du nord Mali. Alors, toute la zone où installer le bataillon logistique est là. Voilà, c'est là où on va accéder là. Le bataillon logistique constitue une unité essentielle de la plateforme opérationnelle de Gao, le pôle avancé du dispositif français de lutte contre le terrorisme au Sahel. Le bataillon baptisé Salamandre compte au total 420 hommes, dont 350 stationnés à Gao. Parmi ces missions figure le ravitaillement des troupes combattantes déployées à Kidal, Tessalit, Tombouctou, Ansango et bien sûr à Gao. Environ 2 combattants, il y a un personnel qui les soutient. C'est suffisant pour un théâtre aussi dur que celui-ci? En termes de ratio, on peut estimer que c'est une situation qui permet de remplir la mission, mais c'est une situation qui exige beaucoup de travail. Le sous-groupement de maintenance adapté au théâtre est le principal maillon du bataillon logistique. Les 50 soldats qui travaillent ici effectuent des visites techniques sur les véhicules. Ils réparent aussi des pannes. En moyenne, on reçoit tous les jours 2 voire 3 véhicules. Le principal problème, ce sont les crevaisons, compte tenu des tracés sinueux, compte tenu des routes qui sont assez chaotiques aussi et qui ne sont pas forcément très facilement praticables par l'ensemble des véhicules et par l'ensemble des engins blindés ou autres qu'on utilise pour les différents convois. Les véhicules sur lesquels les mécaniciens du sous-groupement de maintenance adapté au théâtre interviennent doivent être remis aux troupes combattantes dans un délai de 3 à 4 jours. Le non-respect de ce délai pourrait avoir des conséquences sur l'efficacité des opérations de lutte contre les djihadistes dans le nord du Mali. Près de 100 personnes ont été tuées dans l'ouest de l'Ouganda, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Bilan des combats qui opposent depuis ce week-end troupes ougandaises et hommes armés. Des conflits tribaux liés à la terre seraient à l'origine du conflit, selon les autorités. Manifestation de l'opposition kenyane dans les rues de Nairobi. Il s'agit de dénoncer la corruption, l'insécurité et réclamer la dissolution de la commission électorale. Commerce fermé, forces de sécurité en alerte. À Nairobi, c'est dans une ambiance tendue que l'opposition a rassemblé ses partisans. Alors que le Kenya a subi ces dernières semaines une série d'attaques terroristes, l'opposition accuse le pouvoir. Ils n'ont pas su protéger les Kenyans qui ont été abattus comme des animaux dans la région de la rivière Tana et à Lamu. Les opposants réclament le retour des troupes kenyanes de Somalie. Ils dénoncent aussi la corruption, la préférence ethnique et les taxes qui font flamber les prix. Des revendications qui se heurtent au refus de dialoguer du gouvernement. La flambée des prix inquiète aussi les Égyptiens. La décision du gouvernement de ne plus subventionner l'essence a fait grimper en flèche le prix à la pompe. Fin des subventions, nouvelles taxes sur l'alcool et sur les cigarettes, augmentation bientôt aussi des impôts et de l'électricité. Pour le président Sisi, ces mesures d'austérité sont nécessaires pour redresser l'économie. Il demande aux Égyptiens d'accepter ces sacrifices. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius devra attendre début août pour être fixé sur son sort. Après 4 mois d'audience, les plaidoiries finales ont été fixées au 7 août. L'athlète accusé du meurtre de sa petite amie va tenter de convaincre les juges de son innocence, alors qu'une vidéo de reconstitution diffusée par la télévision australienne a semé le trouble. On y voit Pistorius plutôt à l'aise sans ses prothèses. Des images qui démontent l'argument de ses avocats selon lesquels sa vulnérabilité l'aurait fait paniquer. En Indonésie, plus de 186 millions d'électeurs ont voté ce mercredi pour élire leur prochain président. Ils avaient le choix entre Prabowo Subianto, ancien général des forces spéciales tenant d'un régime autoritaire, et Joko Widodo, gouverneur de Jakarta, proche du peuple, qui a connu une ascension politique fulgurante. Les premières estimations semblent donner Joko Widodo vainqueur, même si son adversaire ne l'entend pas de cette oreille.
C'est une véritable correction que l'Allemagne a infligée hier au Brésil en demi-finale de la Coupe du monde de football. 7-1 du jamais vu à ce stade de la compétition. Un véritable deuil pour le Brésil. Mais la compétition continue ce soir avec la rencontre Pays-Bas-Argentine. Le vainqueur va affronter l'Allemagne. Et c'est la fin de ce 13h. Merci et excellent après-midi sur RTI 1.